Bonjour à tous, Judge Andrew Napolitano, ici pour Judging Freedom. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Le professeur Gilbert Doctorow est parmi nous pour parler de Moscou est-il optimiste? Bonjour mon ami, bienvenue ici. Merci d'avoir adapté mon emploi du temps. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous ces mercredis. Ces dernières semaines, les États-Unis ont livré des armes nucléaires à la Grande-Bretagne et à d'autres alliés. Et vendredi dernier, le président Trump a publié une déclaration célèbre sur ses réseaux sociaux en réponse à quelques provocations échangées entre lui et l'ancien président russe Medvedev, affirmant que le président Trump avait ordonné à des sous-marins américains nucléaires équipés et capables de se rendre à un endroit approprié, c'est-à-dire quelque part plus proche de la Russie. Pouvez-vous ressentir l'ambiance au Kremlin? Pouvez-vous évaluer le ressenti du Kremlin avant et après ces événements? Je vais répondre indirectement. Bien sûr, je n'ai pas de micro sous l'oreillère du président Poutine. Donc ce que nous devons faire, c'est écouter son entourage, ceux qui parlent au nom de la Russie officielle. Et un de ces programmes que je suis de près, c'est 60 minutes, qui a deux co-animateurs. L'un est M. Popov, qui est aujourd'hui député à la Douma, et sa femme Agata Kovaleva. Et je crois que c'était lundi qu'ils ont eu une émission qui m'a encouragé à penser que le Kremlin est très confiant, qu'ils ne sont pas alarmés, ils ne cherchent pas à escalader le conflit avec les États-Unis et l'OTAN à cause de ces différentes actions étranges que les États-Unis ont faites la semaine dernière. Par étrange, bien sûr, vous avez mentionné le cas notable de l'envoi de ces deux sous-marins nucléaires capables de porter des armes nucléaires plus proches de la Russie. Et l'autre chose qui a fait les gros titres, ce sont les déclarations du général Donahue à propos de la prise de Kaliningrad à la vitesse d'une blitzkrieg. Donahue étant le haut gradé militaire américain en Europe. Cela pourrait être alarmant, mais ce ne l'est pas pour Moscou. Et pourquoi cela? D'abord parce qu'ils comprennent très bien le contexte dans lequel M. Trump évolue. Ils savent qu'au sein de son propre parti, il y a un certain Lindsey Graham, un nationaliste fanatique et farouchement anti-russe, qui fait toutes sortes de propositions étranges que M. Trump ne peut ignorer. Donc, pour garder Graham content et silencieux, il fait semblant de faire des choses qui sont, disons, bizarres, disons, du battage médiatique, comme ces deux exemples que j'ai mentionnés. Du point de vue des Russes, l'idée d'envoyer ces sous-marins nucléaires était insignifiante. Comme ils l'ont dit dans cette émission, les experts militaires présents ont expliqué que la portée des missiles embarqués sur ces sous-marins américains est de 15 000 km. En d'autres termes, même s'ils restaient à leur port d'attache à l'ouest, côte est et côte ouest des États-Unis, ils pourraient toucher n'importe quelle cible en Russie de toute façon. Donc, l'idée de les rapprocher soi-disant plus près de la Russie ne change rien à la menace que représentent ces armes par rapport à avant leur déplacement. L'autre point, c'est à propos de Donahue. Il est bien connu quelle serait la réponse russe à toute tentative de prendre Kaliningrad, peu importe la taille et les moyens que les États-Unis et l'OTAN ont autour de Kaliningrad. Donc ils le prennent. Disons qu'ils le prennent, et le lendemain, les États-Unis n'existent plus. C'est clair. Les Russes ont dit que toute menace sur leur territoire entraînerait une réponse nucléaire. Donc ils ne prennent pas au sérieux ce que dit Donahue. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Mais d'abord, une petite information de dernière minute. Russia Today rapporte la rencontre du président Poutine avec l'envoyé spécial du président américain, je cite, Steve Witt, vient de se terminer. Elle a duré près de 3 heures. Pouvez-vous déduire quelque chose de cette durée, enfin du fait même de la rencontre et de sa durée, sur ce qui a probablement été discuté? La longueur de la rencontre confirme ce que disaient les intervenants dans ce programme 60 minutes. Ils avaient beaucoup de choses à discuter, et l'Ukraine est une partie moindre, disons. Un point noté par les intervenants, ce qui est souligné par les arrangements de M. Witkoff lors de sa visite à Moscou, c'est qu'il est arrivé hier, et il a été accompagné par Kirill Dmitriev, qui est le directeur de la Russian Direct Investment Corporation. Et
C'est un homme d'affaires expérimenté aux États-Unis et un partenaire pour M. Witkoff afin de parler affaires. Et de quoi pouvait-il parler? Eh bien, les intervenants supposaient. Ils auraient parlé de terres rares. Les États-Unis sont en négociation finale avec la Chine au sujet des tarifs douaniers et la plus grande menace que la Chine a, ce qui atténue tous les plans alarmants de M. Trump d'imposer des tarifs et autres restrictions à la Chine, c'est leur quasi-monopole mondial sur les terres rares, essentielles à la production militaire et à la plupart des électroniques modernes. Les Russes en possèdent aussi. Donc, il est possible que Dmitriev et Witkoff aient discuté précisément de ces terres rares sur lesquelles les États-Unis souhaitent connaître la position de la Russie avant de conclure leur négociation finale avec la Chine. Nous regardons. Pardonnez mon interruption, nous regardons en direct l'entourage de M. Witkoff quitter le Kremlin. Très bien, revenons à là où nous en étions avant d'apprendre cette réunion et merci pour vos impressions à ce sujet. Quelle serait la réaction au Kremlin? Ou quelle a été la réaction au Kremlin à la livraison plutôt discrète d'armes nucléaires à la Grande-Bretagne et à d'autres alliés? Je ne sais pas où elles ont été livrées. The Guardian continue de rapporter qu'il y en aurait 6. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? C'est de la posture. Comme déplacer ces sous-marins était une posture. Ça ne change rien. Les États-Unis ont le contrôle total de l'usage de ces armes. Donc, qu'elles soient nominalement stationnées sur le sol britannique, allemand ou ailleurs, c'est toujours les États-Unis qui donnent l'ordre de les utiliser ou non. En ce sens, la responsabilité revient aux États-Unis et à leur relation directe avec la Russie, et les alliés européens qui hébergent ces armes ne sont que des figurants. De la même manière que Loukachenko en Biélorussie est un figurant, quand on parle de l'arsenal nucléaire envoyé en Biélorussie, c'est bien, mais sans l'accord de Poutine, Loukachenko ne pourrait rien faire avec ses armes. Donc ce sont des théâtrales, c'est du spectacle, c'est de la posture, ça ne change pas la réalité. La réalité, c'est que l'Ukraine perd très mal la guerre. Et que ce drame que Trump et sa bande créent sur la scène mondiale sert à masquer ce fait et à faire croire qu'ils contrôlent les événements alors qu'ils ne les contrôlent absolument pas. Ce sont les Russes qui les contrôlent. Comment les rapports venant d'Ukraine sont le signe de la fin d'un empire. La conscription des hommes de plus de 60 ans, l'envoi de jeunes hommes, sortant des bars et des salles de danse directement au front, sans quasiment aucune formation. À peine le temps d'enfiler un uniforme et d'avoir une arme en main. Quelle est la confiance du Kremlin sur le fait que cela se terminera bientôt quand l'armée ukrainienne s'effondrera? Ou bien ces drones ukrainiens vont-ils prolonger indéfiniment cette opération militaire spéciale? Bien sûr, les drones sont un facteur, et ils peuvent être produits et fournis par la Grande-Bretagne et d'autres pays pour maintenir la guerre encore et encore. Mais la réalité, c'est qu'il y a une politique en Ukraine. Ce n'est pas un pays mort, et à un moment donné, l'opposition politique à la guerre et à la souffrance prendra le dessus. J'ai mentionné lors de notre dernière discussion la spéculation selon laquelle les États-Unis chercheraient à évincer M. Zelensky du pouvoir pour le remplacer possiblement par Yermak, qui était le chef de l'équipe de négociation. D'autres ont parlé de son remplacement illusoire. Mais aujourd'hui, je lisais dans les actualités russes qu'il y a à la Douma, qu'il y a des membres du Parlement ukrainien, ils appellent leur Parlement la Rada, qui sont considérés comme de véritables candidats au remplacement de Zelensky. Et l'un d'eux est une certaine parlementaire de 35 ans, qui appartenait auparavant à son parti les Serviteurs du Peuple, avant d'être expulsée pour avoir contesté plusieurs mesures politiques. C'est Anna Skorokhod, qui a fait de son principal argument auprès du public la lutte contre ces recrutements forcés dans les rues, dans les bars et ailleurs, que le gouvernement ukrainien pratique désormais, et qui déclare à la presse qu'il y a 400 000 déserteurs dans l'armée ukrainienne, et qu'elle soutient la désertion parce que ces soldats de première ligne n'ont eu aucune rotation
aucune chance de retourner auprès de leur famille et ils sont maintenus dans un état de suspense devant Dieu. Est-ce dangereux de soutenir publiquement la désertion? Est-ce un crime potentiel selon la loi ukrainienne? Je peux comprendre les déserteurs, mais qu'un responsable gouvernemental dise « je soutiens la désertion ». Laissez la loi de côté. Ils ont aussi mentionné dans le même article qu'elle bénéficie du soutien des États-Unis et qu'elle est soutenue par un homme d'affaires non nommé, proche de Trump. Eh bien, je me demande bien qui ça peut être. N'avons-nous pas vu tout à l'heure ce type quitter le Kremlin en Mercedes? Je veux vous faire écouter, c'est un peu long, environ 1 minute 30, mais cela vous donnera beaucoup à commenter. Une série de questions posées hier au président Trump, dans lesquelles il répète 3 fois « L'Ukraine, c'est la guerre de Biden ». Plus personne ici en Occident n'y croit, mais j'aimerais avoir votre avis. Il parle aussi des conscrits. Il dit n'avoir jamais entendu parler des hommes de 60 ans. Mais vous savez, c'est Trump qui radote encore et encore. Le président Zelensky vient de signer une loi permettant aux citoyens âgés de 60 ans et plus de servir dans l'armée. Nous avons vu des dizaines de vidéos de jeunes hommes embarqués de force dans des camionnettes et emmenés sur le front contre leur volonté. Nous avons même vu des vidéos d'un jeune homme atteint de trisomie 21 au front. Vous, lors de votre campagne, vous disiez vouloir voir cesser ces morts. Beaucoup ont admiré cette déclaration. Aujourd'hui, ce sont les personnes âgées, les handicapés mentaux et les conscrits qui meurent. Alors, même si un cessez-le-feu ne fonctionne pas, pourquoi les Américains devraient-ils continuer à financer une armée étrangère qui exploite jusqu'à la dernière ressource de sa population ainsi? Eh bien, vous devez comprendre, très clairement, c'est la guerre de Biden. Ce n'est pas ma guerre. Je suis là pour nous en sortir. C'est un chaos, et je suis là pour qu'on en sorte. Sortez-nous de là. Je n'ai pas entendu parler, quand vous dites ces hommes de 60 ans, et vous savez tout ça, mais c'est la guerre de Biden, et nous travaillons très dur pour nous en sortir. Mais j'ai arrêté 5 guerres ces 5 derniers mois, en fait. Et j'aimerais que celle-ci soit la 6e, franchement. Et ça n'inclut même pas l'Iran avec, vous savez, l'anéantissement de leur programme nucléaire. Parce qu'ils auraient eu des armes nucléaires en 2 mois, mais j'ai arrêté beaucoup de guerres. Il suffit de regarder celles des 2 ou 3 derniers mois. C'est incroyable. C'est celle-ci que j'essaie d'arrêter. C'est celle sur laquelle nous travaillons le plus. Les autres, je les ai arrêtées en quelques jours, presque toutes, y compris l'Inde et le Pakistan, et je pourrais vous citer toute la liste, mais vous la connaissez aussi bien que moi. Mais celle-ci, nous voulons vraiment la voir finir. Je n'ai pas entendu le contraire. Mais c'est la guerre de Biden, et c'est une guerre dans laquelle il nous a fait entrer ou nous y a fait entrer indirectement. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ça ne serait jamais arrivé si j'avais été président. Qui peut prendre ça au sérieux? Que pense le Kremlin quand il entend ces divagations et ces tentatives hypocrites de tout rejeter sur Joe Biden? Ils sont d'accord avec ça. Ils disent que c'est la guerre de Biden. Et laissez-moi inverser la perspective et regarder au-delà de l'évidence. Monsieur Trump essaie de mettre fin à la guerre, mais pas de la manière dont la plupart des gens pensent. Plus ses intentions extravagantes d'imposer des sanctions à la Russie sont grandes, plus vite les Russes accélèrent leur destruction de l'Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est de plus en plus rapide. Quand ils disent qu'ils vont pénaliser d'une manière jusqu'ici jamais utilisée, pénaliser la flotte fantôme qui transporte le pétrole russe à travers le monde. Eh bien, vous pouvez parier que cela a réduit la durée de cette guerre de plusieurs mois, parce que les Russes ne vont pas rester les bras croisés à attendre de perdre leurs exportations à cause de ces nouvelles restrictions folles imposées à leur flotte. La flotte partira de toute façon. Elle sera défendue par des navires de guerre russes qui effrayeront quiconque voudrait s'en prendre à ces bateaux. Mais ce sera une période tendue. Et je pense que pour cette raison, les mouvements pour atteindre le Dniepr avancent de plus en plus vite. Le territoire repris chaque semaine est plus grand en kilomètres carrés qu'à n'importe quel autre moment de cette guerre. Et la
probabilité de capturer tout le Donetsk, c'est-à-dire la partie orientale de l'Ukraine, à l'est du fleuve Dniepr, est entièrement possible dans un mois ou deux, pas dans un an ou deux. On peut remercier M. Trump, il aide vraiment à mettre fin à cette guerre. Très très intéressante. Observation que je vais sûrement soumettre à Scott Ritter et aux autres avec qui je parlerai plus tard aujourd'hui. Avant de finir, je veux passer à Gaza. Je ne vous pose pas souvent de questions sur Gaza, mais est-ce que le Kremlin voit le lien entre le massacre, la famine et le génocide à Gaza, et une éventuelle attaque contre l'Iran? Est-ce que le Kremlin se préoccupe de ce qui se passe à Gaza? Parce qu'il se soucie sûrement de savoir si Trump va bombarder l'Iran à nouveau. Et apparemment, le Premier ministre israélien Netanyahou a commencé à battre ce tambour auprès du cercle rapproché de Trump. Poutine a parlé avec Netanyahou 2 semaines de suite, par téléphone. Je pense que les Russes sont très intéressés pour mettre fin à ce cauchemar à Gaza le plus rapidement possible, sans intervention militaire de leur part. Bien sûr, ils pourraient le faire, mais cela compliquerait énormément la situation au Moyen-Orient, alors ils restent prudents. Le lien entre le génocide à Gaza et une possible attaque contre l'Iran? Eh bien, je ne crois pas qu'il y aura une attaque contre l'Iran, simplement parce que l'Iran est capable d'anéantir Israël en un jour ou deux s'il décide d'utiliser ses plusieurs milliers de missiles balistiques stockés en toute sécurité sous terre. Missiles que les Israéliens n'ont pas réussi à détruire. Donc, tout ce qui se dit sur une attaque contre l'Iran, c'est beaucoup de bruit. Si les Israéliens agissent seuls, à moins d'utiliser une arme nucléaire, ils n'arriveront à rien. Et s'ils utilisent une arme nucléaire, ils auront probablement une arme nucléaire en retour, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi l'Iran possède en réalité la bombe. Ted Postol, le professeur Postol, qui est sans doute le plus grand physicien des États-Unis, professeur émérite au MIT, a expliqué à des amis, à vous et à moi, que non seulement les États-Unis n'ont pas freiné le programme nucléaire iranien, mais que l'Iran possède effectivement une arme nucléaire à l'heure actuelle, et l'avait avant même que les Américains n'attaquent. Le Kremlin reconnaît-il cela? Le Kremlin est-il d'accord avec le professeur Postol? Je suppose que oui. Et c'est un autre exemple des effets pervers de ce qui ressemble à du battage de sabre et du fanfaronnage américain. Les résultats sont précisément le contraire de ce qu'ils sont censés être.